Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Stéphane Fuchs. Bonjour. Bonjour. Alors passer de la politique auprès de Michel Rocard à la communication, c'est Euro, RCG et Havas. Et la République et ses valeurs, eh bien, vous les incarnez pleinement Stéphane Fuchs. Ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn et de Jérôme Cahuzac, notamment, vous êtes éloigné depuis une dizaine d'années de la communication politique. Reste que grâce à un réseau hors norme, dont celui de Manuel Valls, que vous avez connu à Tolbiac avec Alain Bauer, vous êtes devenu un homme influent, un homme d'influence. Et surtout, vous avez contribué à faire d'Havas, vous en êtes le vice-président, l'un des deux géants français de la communication avec Publicis. Alors, à l'origine de l'homme que vous êtes devenu, il y a aussi une histoire familiale, un parcours, notamment celui de votre père et celui de votre mère, bien entendu aussi. Votre père qui était militant communiste et surtout résistant dans les FTP-MOI. Qu'est-ce qu'il reste en vous, Stéphane Fuchs, de l'héritage de votre père ? D'abord, une définition pour comprendre les hommes et les classer et pour accepter la complexité du monde. Mon père me disait toujours, si tu prends d'un côté les cons et de l'autre les intelligents, c'est pas intéressant, il ne se passe rien. Il me disait, prends un truc plus complexe. Il faut prendre d'un côté les honnêtes, et donc les malhonnêtes, et de l'autre les collabos et les résistants. Il me disait, tu vas voir, c'est facile. Quand tu as d'un côté l'honnête résistant, c'est simple, c'est ton ami. De l'autre, le malhonnête collabo, c'est simple aussi, c'est ton ennemi. Et c'est le résistant qui parlait, hein ? Oui, mais il dit, mais qu'est-ce que tu choisis, mon fils ? Et il n'y a qu'une seule bonne réponse, entre l'honnête collabo et le malhonnête résistant. Et il n'y a évidemment qu'une seule bonne réponse, le malhonnête résistant. Il faut comprendre que l'esprit de résistance est un esprit qui doit être plus fort que tout. Donc c'est ça, ce qui vous a appris votre père, l'esprit de résistance. Oui, hein ? Clairement. Et alors, votre père, est-ce qu'il vous parlait de la guerre ? Est-ce qu'il vous parlait de la Shoah ? Est-ce qu'il vous parlait de ces années de résistance ? Oui. On a fait un voyage qui était très émouvant, parce que malheureusement, j'ai perdu mon père très tôt, j'avais 18 ans. Mais on a fait un voyage sur les traces de sa résistance. Le pont de Lyon qu'il a libéré, les gens chez qui il avait été caché. Et donc on a suivi son parcours de guerre, on pourrait dire, et de résistance. De guerre aussi, puisqu'il donc dans la région lyonnaise. Dans la région lyonnaise, et puis on est allé où avant il était du côté d'Arcachon. Et donc évidemment, c'est des choses qui vous impriment d'autant plus fortement que vous perdez votre père trop tôt. Et j'ai toujours le sentiment de ce dialogue interrompu, parce que j'étais pas un adolescent fâché avec mon père. Mon père était mendésiste, j'étais rocardien, vous voyez le truc. C'est-à-dire qu'en fait... Mais là, on était au début des années 80. On est au début des années 80, on est même un peu avant, on est en 78. Mon père avait quitté le PC très tôt, dès 48, et comprenant où ça allait et où ça ne devait pas aller. Et avec le temps était devenu mendésiste, et moi donc je suis passé du mendésisme au rocardisme, c'est-à-dire autant dire que j'assume la filiation. Alors on parlera du rocardisme, du Parti socialiste, de la gauche et de la politique un peu plus tard, mais qu'est-ce qui reste de vos racines eshkénazes en vous ? Est-ce qu'il reste quelque chose pour un juif qui se définit lui-même comme juif laïque, comme moi, les racines ne sont pas religieuses. Je suis très mauvais sur... non, mais Eshkenaz, c'est pas religieux. Je suis très mauvais sur les fêtes, etc. Pour moi, ce qui reste, c'est une culture. C'est d'abord une culture. C'est-à-dire que la musique, l'art, la littérature, mais même la nourriture. C'est-à-dire que je peux encore avoir le désir profond d'un gefilte fish, même si c'est pas non plus le plat le plus délicieux de la terre. C'est quand même mais c'est ma succulent. Mais c'est succulent. Ça peut, en tout cas, ça rappelle une histoire. C'est une Madeleine de Proust. Le pied de veau angelé de ma mère, que malheureusement, je ne sais, une recette qui s'est perdue avec elle. Je sais que je vais m'y remettre bientôt, parce que c'est un truc, j'y pense de plus en plus souvent. Ouais. Bah, il faut aller à Saint-Paul, vous trouverez. Hein ? Non, je veux le faire. Ah, vous voulez le faire, ça c'est autre chose. Vous définissez comment ? Vous dites un juif laïque, mais quoi ? Comme un citoyen français, un citoyen du monde ou un français juif ? Non, un Français juif. Ma nationalité, c'est français, et mon histoire et ma culture est aussi juive. Mon judaïsme, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif, la culture juive, dans tous les sens du terme, est évidemment quelque chose qui m'a marqué. J'ai été élevé au saucisson de Kippour, donc on était assez loin. Mais vous mangez quand, le saucisson de Kippour ? Le jour de Kippour. Mais le soir ? Non, pas forcément. Mais
donc je n'ai pas été élevé, on va dire, dans le respect absolu des codes religieux, mais dans le respect absolu d'une identité qui fait partie de moi. Et d'ailleurs, c'est quoi un juif laïque? C'est un juif qui ne se définit pas par rapport à la religion, qui dit que sa judéité n'est pas d'abord religieuse. Sa judéité, c'est des racines, une histoire, un peuple. C'est aussi, au fond, une identité, tout simplement, qu'on assume. Une identité ouverte sur les autres, qui refuse le sectarisme, qui a peur du sectarisme, parce que on devrait, au fond, nous, les Juifs, être les premiers à savoir ce que ça coûte d'être sectaire et être ouvert au monde, mais de le faire aussi sans naïveté, parce qu'on sait aussi ce que coûte la naïveté et à la fin où elle vous emmène. Et d'ailleurs, vous êtes administrateur du CRIF? Oui. Hein? C'est par hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est voulu? Assumé? C'est assumé, en tout cas. C'est pas voulu parce qu'ils me l'ont proposé. Moi, j'y avais pas pensé moi-même, mais c'est revendiqué. Je le mets. C'est dans mon CV, c'est revendiqué. J'en suis assez fier. Et je suis assez, au fond, heureux que le CRIF, qui, au fond, est une institution qui représente tous les courants du judaïsme en France, est aussi invité autour de la table. Quelqu'un comme moi qui n'est pas là pour représenter un courant religieux, mais pour représenter une pensée laïque. Alors, vous êtes un symbole, un modèle de réussite, Stéphane Fuchs. Vous avez pu constater que le fait de faire partie de l'élite, vous faites partie de l'élite, attire la jalousie et la haine, et puis sans doute aussi le complotisme et un antisémitisme qui vont souvent de pair. Vous en avez souffert de ça, de l'antisémitisme? Assez peu. Ouais. Peut-être parce que le milieu de la communication, c'est assez dangereux d'être ouvertement... C'est comme ce que disait Dave la semaine dernière. Assez peu parce que le milieu du show business, il y a aussi... c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment con et maso pour vouloir être antisémite dans un monde où il y a autant de juifs. Ouais. Vous avez dû être l'objet dans ma jeunesse, quand j'étais dans ma partie plus militante, y compris contre l'extrême droite, oui, mais... on souffre plus de ce jugement qui vient d'idées préconçues et qui touche à la fois ma judéité, mais aussi ce que je suis, le personnage public. Il m'est arrivé une fois une affaire étrange. Je me suis retrouvé dans un dîner parisien avec quelqu'un qui parlait de moi. Il n'était pas antisémite. Il ne savait pas que c'était moi. Et il disait quoi? Le type dont il parlait avait pas l'air aimable. Enfin, je dirais même, j'aurais pas eu envie de le fréquenter. Et alors, au début, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, je vais le laisser s'enfoncer. Et puis, je vais lever la main pour dire, je crois que je le connais bien, moi aussi. Voilà ce que j'ai fait. Mais pour être honnête, j'étais pas très bien après. Parce que... Qu'est-ce qu'il avait dit? Des choses horribles. Et le fait que quelqu'un qui ne me connaissait pas puisse dire sur moi des choses aussi horribles en les pensant vraiment. Mais c'était pas des choses antisémites. Non, c'était pas antisémite. C'était pas antisémite, c'était... Sinon, je l'aurais foutu mon pain dans la gueule, pour le coup. J'ai pas de joue gauche. Mais j'étais un sale type. Enfin, dans sa bouche, j'avais pas besoin d'être juif pour être un sale type. Le reste se suffisait à soi-même. Est-ce qu'il faut se prendre au sérieux pour réussir dans sa vie professionnelle et dans sa vie tout court, Stéphane? Non, il faut prendre au sérieux ce que l'on fait, pas ce que l'on est. Ce que l'on fait, oui, parce que dans ces métiers, le cynisme n'existe pas. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas totalement engagé pour vos clients, si vous souffrez pas, je dirais, pour vos clients, c'est un métier de stress absorbeur. Il faut... Donc la communication et la publicité. Oui, bien sûr. Il faut... parce que c'est un métier du dépassement, de l'idée nouvelle. C'est pas un métier de chat GPT qui consiste à aller chercher les idées qui existaient déjà, à les mettre dans une moulinette pour essayer de faire un truc nouveau avec des choses qui existaient déjà. C'est toujours le métier de l'idée nouvelle. Et si on ne travaille pas là-dessus avec un engagement total, c'est un métier d'engagement. On a eu pendant les crises récentes des dialogues avec des jeunes consultants de l'agence qui disaient « mais moi j'aimerais bien pouvoir travailler différemment, je trouve qu'après 18 heures on ne devrait plus être dérangé par le travail et puis le week-end on ne devrait pas avoir de mails et de coups de téléphone ». Tout ça, j'aurais dit c'est formidable et d'ailleurs on devrait promulguer une loi qui interdit les crises après 18 heures et pendant le week-end. Bon, non mais c'est important parce que ça veut dire que dans ces métiers,
Si vous n'aimez pas le stress qui est généré par le fait de vous lever à 2 heures du matin pour résoudre la crise d'un client, au fond, faites autre chose. Et quelque part, le journalisme, c'est un peu ça aussi. Bien sûr. Et puis, il y a beaucoup de métiers comme ça. Bien des métiers comme ça. Et puis, les spicards qui travaillent dans une usine, ils sont stressés aussi. Et peut-être beaucoup plus que nous. On Parce est bien qu'il y a des d'accord. problèmes de fin de mois. Oui, on est bien d'accord. Votre père, il a été immigré. Immigré. Non, il est né en France. Il est né en France. En tout cas, c'est mon grand-père grand-père. qui vient en France. Votre grand-père. Que vous inspire le débat actuel autour de l'immigration en France? Et pourquoi je vous pose cette question? Je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Le 14 juin, un chalutier parti de Libye a coulé alors qu'il faisait route vers l'Italie. Bilan, au moins 600 morts, sans aucune mobilisation internationale. Une mobilisation internationale pourtant constatée à l'occasion de l'accident du sous-marin Titan, disparu au large des côtes américaines avec 5 hommes à bord. Les 5 hommes sont morts. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela dit de l'état du monde? La justice absolue du monde dans lequel on vit et le poids de mesure entre les 600 personnes qui meurent dans l'indifférence. Et il y en a des milliers et des milliers. Du monde et des médias, et il y en a des milliers et des milliers, et les 5 qui et là, deviennent... on n'envoie pas des sous-marins pour essayer, et les 5 qui deviennent et les 5 qui donnent une histoire. Et d'ailleurs, il y a eu finalement assez peu d'indignation, même médiatique, d'un monde qui pourtant n'hésite en général pas à s'indigner. Il y a eu le papier de Claude Askolovitch, il y a eu quelques papiers, Laurent Geoffrin a fait un très bon édito dans son journal, mais à la fin, pas grand-chose. Et c'est ça que ça m'inspire, c'est-à-dire une profonde tristesse. Je pense que notre humanité, elle peut s'émouvoir de cette tragédie, de ce suspense d'un sous-marin qui coule, d'une histoire qui est artificielle, etc., terrible. et qui est terrible, mais à la condition de ne pas passer sous silence, de ne pas oublier qu'il y a bien pire qui se passe tous les jours et de ne pas être davantage mobilisé. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un peu de racisme aussi derrière? Comme ce sont peut-être des Africains, des Maghrébins, on se dit, ça n'a pas d'importance. Non, mais il y a un côté, la fermeture aux autres. C'est un sujet qui est compliqué. Michel Rocard avait dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et ne soyons pas naïfs. Mais là, c'est pas l'accueil, c'est ne pas les laisser Non, mourir. mais il avait raison. Ouais. Il avait quand même raison. Il ne faut pas être naïf quand même là-dessus. Pour autant, ne pas assumer aussi les obligations, ne pas faire tout ce qui doit être fait pour aller chercher un navire qui coule et sauver les gens qui sont à bord, renvoie avec beaucoup d'inquiétude à notre capacité à perdre notre part d'humanité qui est pourtant indispensable. Alors, on va revenir sur votre parcours, Stéphane Fuchs. Et juste de dire que c'est à la faculté de Tolbiac, en 1980, avec Manuel Valls et Alain Bauer, que tout a commencé pour vous. C'est sûr que la fac a été en tout cas un truc déterminant parce que, d'ailleurs j'y ai pris mon temps parce que j'ai redoublé mon dog. On s'y plaisait tellement qu'on n'était pas pressé de finir nos études. Et qu'on a appris avec le syndicalisme étudiant, avec la politique, une école de la vie, une école du pouvoir, une école de l'action, de l'engagement, qui m'est au moins autant utile dans le métier que je fais aujourd'hui que ce que j'ai appris en droit, qui était quand même formidable aussi. Écoutez Robert Badinter vous faire le cours sur le pull-over rouge, c'est un truc qui vous marque pour la vie. Et alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on parle depuis des années d'un pacte qui vous unit. Depuis Tolbiac, qui vous unit donc avec Manuel Valls et Alain Bauer, vous rêviez de faire de la communication, vous êtes devenu l'une des figures de la communication française et internationale. Alain Bauer rêvait d'être grand maître du Grand Orient, il a été. Manuel Valls rêvait, vous l'avez dit à l'époque, il rêvait d'être président de la République, il a échoué. Il s'est arrêté à la casse de Premier ministre, c'est déjà pas mal. Vous en tirez quoi comme enseignement de ce parcours parallèle? D'abord d'une formidable amitié que jamais rien n'a pu distordre. Et pourtant, on n'est pas forcément toujours d'accord. L'amitié, ça a aussi l'exigence du désaccord. Donc qui le se pacte, dit, il existe bien? Non, il n'y a pas eu besoin de pacte. Ouais. Au fond, l'amitié était plus fort que la signature Mais d'un vous disiez papier ça à que tout le monde... On s'est jamais Président, communicant, Non, jamais. Grand maître du Grand Orient? Non, jamais. On avait chacun des orientations qui faisaient que on n'était pas en concurrence, on va dire, les uns avec les autres, et que, au contraire, pour moi, ça a été extraordinairement stimulant d'être confronté à l'intelligence d'Alain Bauer, au caractère et à l'esprit de combat et à la finesse intellectuelle de Manuel. Qui était encore espagnol à l'époque? Il était encore espagnol, il est devenu français un peu plus tard. Ouais. Et donc, mais cette école-là qui fait que il y avait aussi les Cambadélis, les Harlem Désir et tant d'autres, Marc Rosenblatt. L'UNEF de ce moment, Julien Drey, a été une école
dans laquelle, même dans les combats, on avait des tas de désaccords, et il y en a avec qui j'en ai gardé, on a énormément appris. Mais ça a peut-être été accéléré après par Mitterrand, par le 10 mai. Hein. Bien sûr que c'est accéléré par Mitterrand et par le fait que la gauche ça vous a ouvert des portes. Hein. arrive au pouvoir. Oui, bien sûr, c'est comme ça que je fais du cabinet ministériel. Voilà, et vous avez dit que vous étiez tous les trois les sabrats du rocardisme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? En fait, c'est une les définition. sabras, hein, oui, sabras. Les sabras, ça veut dire c'est bien parlant ici, sabras. Oui, parce qu'on se disait qu'on était la première génération néo-PS. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, on n'était pas les pièces rapportées du PSU, du PSA, etc. Donc on n'était pas des exilés au Parti Socialiste, on était nés au Parti Socialiste. Alors 40 ans après... Moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 1975, oui, ça ne va pas nous rajeunir. Ouais. Au Vous mouvement aviez des 14 ans, quoi. Hein. 15 ans, au mouvement des jeunes ouais. socialistes. Ouais. Et je milite avec un secrétaire national qui s'appelle Jean-Marie Le Guen, qui lui est mitterrandiste, et on fait plein de trucs ensemble, en désaccord, en accord. Voilà. Mais on a appris de ce mouvement-là. On s'est enrichi extraordinairement parce que de la confrontation des idées, de la confrontation des actions, mais dans le respect de l'autre, on a énormément appris. Et alors pourquoi aussi on parle de rocardisme? Parce qu'on est 40-45 ans après, on a l'impression que notre société qui rêve au fond d'un modèle rocardien, c'est vous qui le dites, ça, dans la mesure où Michel Rocard était l'incarnation d'un modèle alliant social, réformisme et écologie, donc on a l'impression que ce modèle n'est plus représenté. Il n'est plus représenté. Et pourquoi? C'est une formidable question. Le rocardisme est mort? Le rocardisme n'est pas mort, parce que comme idée, il est plus nécessaire que jamais. Sa représentation est morte. Et au moins sur deux points qui sont clés du rocardisme, en plus de ce qu'on a dit sur social, réformisme. Le rocardisme, c'est d'abord le respect de l'opinion. Michel Rocard, et d'ailleurs il a plein d'écrits, il a même été contesté à l'époque, disait qu'on ne gouverne pas contre l'opinion. Pas par faiblesse. Contre l'opinion, contre les sondages? Contre l'opinion. Pas par faiblesse, par respect de l'opinion. Il y a un problème avec une part de nos élites, c'est qu'elles pensent que le peuple est con. Et pourtant, regardez, 80, la peine de mort. Mitterrand a gouverné contre l'opinion. Mais parce qu'il a justement fait la démonstration. C'est du courage, quelque part. Et il a justement fait la démonstration qu'il pouvait être un président parce qu'il est allé contre l'opinion. Encore une fois, avoir ce type d'acte sur un moment, oui, mais on ne gouverne pas dans la durée contre l'opinion, on ne gouverne pas tout le temps contre l'opinion. On n'est pas obligé de suivre l'opinion. Et l'opinion, au contraire, elle est assez intelligente pour se dire quand Mitterrand, 2 jours avant le premier tour de la présidentielle, ou 3 jours, c'est le jeudi, s'exprime sur la peine de mort, que la cohérence de l'homme valait respect. Et qu'un homme qui avait comme ça des valeurs, une colonne vertébrale, pouvait donc être un président, puisque justement, il ne suivrait pas l'opinion. C'était du courage quelque part. Oui. D'ailleurs, mais suivre l'opinion et être contre l'opinion, vous voyez, c'est pas exactement la même notion. La réforme des retraites, c'est pareil? Non, la réforme des retraites, c'est pas pareil, parce que dans la réforme des retraites, il y a beaucoup trop de non-dits. Le pourquoi on prend une mesure d'âge, parce qu'elle est d'abord économiquement la plus efficace, et on sait qu'en réalité, au travers de la mesure d'âge, on fait payer notamment les salariés les plus pauvres, ceux qui ont commencé à travailler le plus jeune, et qu'on préserve électoralement les retraités, etc., qui sont plus importants. Et donc, on n'est pas obligé d'être dupe sur ce point. Mais bon, et pourquoi je voulais vous parler de rocardisme? Parce que la gauche réformiste, elle a plus le vent en poupe aujourd'hui, dans la mesure où c'est Mélenchon qui la domine. Ça vous pose un problème? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je considère que Mélenchon, c'est le meilleur allié de l'extrême droite, puisqu'au fond, il est la gauche qui n'a pas vocation à gouverner. Parce que c'est la gauche repoussoire. Et vous dites comme Manuel Valls, il y a 2 gauches irréconciliables, je suppose. Oui, je trouve que parfois, il faut faire attention aux mots qui sont trop durs, mais je trouve qu'en tout cas, dans l'unité de la gauche, il faut bien s'entendre, et c'est ce que Mitterrand avait compris, sur le fait que quand la gauche est dominée par un parti qui n'a pas vocation à gouverner, elle met toute la gauche dans une impasse. Et quand elle enferme la gauche dans une posture qui est une posture qui l'empêche de gouverner, elle devient en plus, le meilleur allié de l'extrême droite. Parce que nous savons, tous les deux, que s'il y avait malheureusement un second tour entre Mélenchon et Marine Le Pen, c'est probablement Marine Le Pen qui serait élue. Et moi, j'ai pas fait 40 ans de combat politique ou d'influence ou de ce que vous voulez pour ça. Combat politique, vous votez toujours à gauche? Oui, oui. Vous avez voté socialiste à la dernière élection Non, présidentielle? j'ai voté Macron. Ah, donc vous votez
À droite. une sorte de... Mais mes convictions sont restées les mêmes. C'est les mêmes. Et donc, comme Manuel Valls. Oui. Éventuellement Alain Bauer. Un mot sur Havas, dont vous êtes le vice-président. Havas, c'est quoi? C'est la réussite d'un homme, d'un groupe, d'une vision ou d'un modèle? C'est tout ensemble. Tout ensemble. C'est d'abord Charles Havas qui a fondé Havas il y a maintenant... Plus d'un siècle. On fêtera les 200 ans d'Havas en 2035. Ouais. Donc dans pas si longtemps, dans 11 ans, dans 12 ans, pardon. C'est la réussite d'un modèle qui est basé sur la créativité, sur une culture de l'entrepreneuriat, parce que la modernité aussi. Très extraordinairement moderne, parce que c'est sur le respect de valeurs, l'entrepreneuriat, la créativité, l'innovation, même dans la technologie, c'est-à-dire le fait que la technologie ne domine pas, mais qu'on met la technologie au service des idées. Tous ces éléments sont au cœur de l'évolution de notre société, et c'est un métier qui est formidable parce que on surfe, on pourrait dire, sur les fractures du monde et les transformations qui s'opèrent sous nos yeux. C'est quoi d'ailleurs la définition que vous faites, Stéphane Fuchs, de la publicité? Est-ce que c'est uniquement des messages ou est-ce que c'est autre chose? Et au passage, publicité et communication, c'est pareil ou pas? C'est la même chose ou pas? Non, la publicité est une des disciplines de la communication. Et vous définissez comme quoi? Comme communicant ou publicitaire? Communicant. Moi, je cherche à résoudre des problèmes de communication pour mes clients. Et la publicité est un outil. Parce que la publicité, c'est quoi? C'est je réalise des campagnes qui sont dans les médias, pour lesquelles j'achète de l'espace. Bon. Mais j'ai plein d'autres manières de communiquer. Et donc, mon métier, c'est d'utiliser, c'est comme si j'avais un grand piano et que je ne jouais que de 2 notes. Vous êtes musicien? Je joue de ces 2 notes. J'aurais adoré, c'est le grand drame de ma vie. Je suis nul. J'adore écouter la musique, mais je ne sais pas la jouer. Bref, j'essaie de me rattraper en faisant l'orchestre symphonique de la publicité et en utilisant tous les instruments, en essayant de jouer de tous les accords et en faisant que le monde de la publicité, le monde de la communication, soit un monde de modernité, d'innovation, d'expérimentation. Et puisqu'Havas c'est une agence internationale, il faut donc être proche de la culture, du langage, des codes de chacun des pays dans lesquels vous voulez prendre des marchés, je suppose. Bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a une culture entrepreneuriale. Je ne crois pas aux agences, comme on dit, qui sont flag in the map. Les réseaux qui se construisent en mettant leur drapeau partout dans le monde et qui ont ensuite des agences qui déroulent une campagne sans tenir compte des cultures, des... Sinon, ça peut pas marcher. D'ailleurs, ça ne marche pas. Et donc dans la réalité, la création, elle peut parfois marcher sur plusieurs pays, mais elle ne marche pas partout. Parce qu'en Afrique, c'est pas les mêmes codes. Parce qu'en Amérique du Sud, c'est pas les mêmes codes. Parce que dans le Moyen-Orient, c'est pas les mêmes codes non plus. Et donc, au moins... vous connaissez tous ces pays-là, tous ces coins-là? Suffisamment pour savoir que je ne vais pas leur imposer mon modèle culturel. Si vous n'étiez pas allé vers le marché mondial, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'Havas serait toujours là? Oh non, impossible, parce que vous pouvez pas être l'agence des grandes entreprises si vous n'êtes pas mondial. Au fond, RSCG, Jacques Séguéla, etc., ont accompagné le développement à l'international d'entreprises françaises qui devenaient des marques françaises dans le monde. Quand vous accompagnez Peugeot, Danone, Vuitton, vous devez les accompagner dans le monde. Si vous faites leur pub qu'en France... Vous accompagnez des marques et aussi les valeurs. Vous accompagnez bien sûr, à travers les valeurs françaises. Et j'accompagne même, je dirais, une certaine idée de la culture française. Parce que les marques, ça véhicule aussi une culture. Et tout à l'heure, dans votre question sur la publicité, la pop culture, c'est aussi ça la pub. C'est une forme de culture. C'est une culture populaire et moi je revendique la culture populaire. Je trouve que nos métiers doivent être fiers d'être dans la culture populaire. Et vous savez, 40 ans d'études marketing, d'écoute des sondages, de travail avec l'opinion, m'ont appris que l'opinion était bien moins bête que ce que les élites pensaient souvent. Quelle a été votre plus belle campagne? Ou celle qui vous a marqué? Je vous dirais... Celle au singulier au pluriel. Non, on va le faire à l'envers. Je vais vous dire celle que je n'ai pas réussi à vendre à Michel Rocard quand on était à Matignon, qui était La France est forte quand elle est juste, que je voulais faire sur le référendum pour la Nouvelle-Calédonie, pour garder le même concept pour la réforme de la CSA et de la CSG, du RSA, pardon, de la CSG, RSA et CSG, et dans mon idée qui était que derrière, il faudrait quitter Matignon. J'ai donc absolument échoué, mais c'est ma plus belle campagne. Pour la présidentielle, Non, pour après, on était en août, après la présidentielle, Rocard est Premier ministre. Oui, mais pour la présidentielle suivante. Pour la présidentielle suivante. Et je m'oppose en fait à Jacques Séguéla, qui vient avec une autre campagne de pub, mais qui m'entend présenter la mienne, et je démissionne de Matignon, mortifié de ne pas avoir réussi à les convaincre. Et c'est comme ça que Jacques Séguéla viendra me chercher. Voilà, c'est comme ça que vous avez travaillé avec lui et que vous êtes toujours à ses côtés aujourd'hui. Toujours, on vient de fêter en presque 90 ans de scène pendant le Festival de Cannes de la pub. C'était absolument magique. Et comment on peut s'imposer? Et d'ailleurs,
d'ailleurs Jacques Ségala qui sera à votre place la semaine prochaine. Comment on peut s'imposer à l'échelle mondiale en restant attaché à l'origine française d'Havas? Mais d'abord parce que, au fond, notre culture, par le respect qu'elle a d'une mondialisation non centralisée, par le fait que nous ne sommes pas guidés par le process, mais par la volonté d'être intelligent, souple, la culture entrepreneuriale, en fait, elle marche très bien dans le monde. Ça marche très bien. Beaucoup d'agences américaines qui sont... Vous voulez dire la culture entrepreneuriale française? La culture entrepreneuriale française, notre approche culturelle, au fond, fait, je dirais presque notre compréhension du fait qu'on n'est pas une si grande puissance. On peut être un très grand groupe mondial de communication parce que nous avons compris que nous étions une puissance moyenne dans le monde et donc que nous ne dominons pas les autres, nous collaborons avec les autres, nous travaillons avec les autres, nous créons avec les autres. Et c'est cette différence-là qui est, je n'impose pas par le sommet quelque chose qui descend et qui est un process que tout le monde doit suivre et où le process finit par dominer l'idée. Et d'ailleurs, merci Jacques Ségala d'avoir été celui qui, toute sa vie, a combattu sa phrase préférée qu'il a encore faite à Cannes, c'est moins de tests, plus de testicules. Donc vous voyez bien où il situe cette exception culturelle. Toujours vert. Toujours, et ça montre bien aussi où il situe cette exception culturelle. Et qui est, au fond, le pouvoir de l'idée, c'est ce qu'on doit choyer. Alors, Havas, vous parlez de culture entrepreneuriale, c'est aussi et surtout Vincent Bolloré. Est-ce que vous êtes à l'aise dans la galaxie Bolloré, Stéphane Fuchs? Sinon, je ne serais pas là, puis je ne serais pas resté là où je suis. Ouais, parce que vous savez pourquoi je vous pose cette question. Une galaxie, quand même, où l'extrême droite est particulièrement bien représentée. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas le mien. Mais je vous pose la question quand même. Après, bien sûr, vous avez raison de la poser. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas le mien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chez Havas, jamais personne n'a eu de souci pour le fait de s'engager, de défendre ses opinions. Et je ne suis pas un partisan de Zemmour, je crois que tout le monde le sait, ça ne trompe personne. Moi, mais on est dans un groupe dans lequel la diversité des idées, des points de vue, des cultures peut s'exprimer, et même la diversité des engagements. Et donc, disons que je vois, moi, une certaine distance entre ce que je lis dans les journaux et ce que je vis professionnellement. Alors, ce que vous vivez professionnellement, c'est aussi ce qui se passe au JDD. Il faut bien que j'aborde cette question, sinon je suis dans mon métier. Alors, la crise qui secoue donc le JDD avec l'arrivée à sa direction de Geoffroy Lejeune, licencié de Valeurs Actuelles, pour y avoir imposé une ligne zemmouriste. C'est pas forcément dans votre logiciel? Non, mais d'abord, est-ce que pour autant je n'ai envie d'avoir que des médias qui me ressemblent? Non mais là c'est pas. Attendez, je vous pose la question. Je vous le fais différemment. Il y a plus de médias de gauche que d'électeurs de gauche. Ah bon? Ah oui. Sinon d'ailleurs, vu la représentation qu'il y a dans les médias, la gauche serait au pouvoir. Il y a plus que 5 électeurs de gauche. Et vous avez constaté comme moi tout à l'heure que malgré une domination des médias par la gauche n'est pas au pouvoir. Donc le monde est plus complexe que de le regarder, le monde est plus complexe que de le regarder en noir et blanc. Moi, je me battrai toujours pour que celui qui n'a pas la même opinion que moi puisse l'exprimer. Ensuite, qu'un actionnaire ait donc en l'occurrence Vincent Bolloré. Oui, ou Arnaud Lagardère, en l'espèce, que j'ai lu son interview ce matin dans le Figaro. Vous parlez de mardi. On est mardi. Qu'un actionnaire ait des idées sur comment il veut diriger son journal et qui il veut mettre à sa tête, je l'entends, que ça puisse émouvoir les journalistes, je l'entends aussi, et voilà, on espère qu'ils trouveront tous un compromis. Les journalistes, mais aussi un certain nombre de vos amis. Il y a eu cet appel, cette tribune dans Le Monde mardi soir. Il y a un appel lancé par 400 figures du monde politique, social, culturel, associatif ou sportif, dont Anne Sinclair, vous en êtes proche, je crois, Lionel Jospin, Elisabeth Badinter, Yannick Noah, Marie-Lise Léon, la nouvelle patronne de la CFDT, Laurent Berger, Bernard Cazeneuve ou Bernard Pivot, qui considèrent que le JDD ne peut pas devenir un journal au service des idées d'extrême droite. Vous dites la même chose ? Oui, et Arnaud Lagardère aussi, visiblement, ce matin. Donc, je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas démarrer trop vite et à regarder un monde qui est plus complexe qu'il en a l'air. Voilà. Je ne suis pas dans ce process, donc je ne suis pas associé à cette décision, donc je n'ai pas de point de vue sur la chose. Je me méfie des oukases. Et est-ce que vous comprenez l'indignation de la ministre de la Culture à propos de l'arrivée de Geoffroy Lejeune? Mais je suis toujours gêné par les indignations sélectives. Ouais. Parce qu'elle aurait dû s'indigner de quoi,
en plus. Mais il y a plein de sujets sur lesquels il faudrait s'indigner parce qu'il y a plein de médias qui ne traitent pas l'information comme ils le devraient sur plein de sujets. On parlait tout à l'heure du bateau qui fait naufrage, ça méritait une belle indignation de la ministre de la Culture. Alors au passage, on passe à un autre sujet, mais qui est un peu lié à ça. Est-ce que factuellement, historiquement, Elisabeth Borne a vraiment eu tort de dire, c'était ici même il y a 3 semaines, à votre place dans ce studio, que le Rassemblement National est un parti héritier de Pétain? C'est la vérité, c'est l'histoire. Ouais. Donc elle a eu raison. Bah, évidemment. Mais vous le dites comment, vous, avec vos mots? Bah, je dis, le Rassemblement National est un parti héritier de Pétain. Ouais. Ce n'est pas une opinion, c'est l'histoire. Alors vous êtes un homme de communication, un publicitaire. Est-ce que vous auriez pu travailler pour Marine Le Pen? Non. Non. Ça, on ne vous l'a pas demandé. Non, mais de toute façon, la réponse est non. Éric Zemmour? Non. Pourquoi? Bah, parce que c'est aucune envie qu'il soit au pouvoir et donc aucune envie de l'aider. Et aucune envie qu'il soit au pouvoir. Pourtant, Marine Le Pen a le vent en poupe au sein du groupe Bolloré. Oui, vous avez trouvé ça? Mais je ne suis pas obligé de partager les opinions de mes actionnaires. Vous savez, comme une sorte de vision c'est des questions... c'est une vision assez étrange. Provocatrice. Non, je crois que personne ne doute de mes opinions. Ça les fait... voilà. Et on est dans un groupe qui a un énorme respect pour la diversité des opinions, des cultures, et dans lequel on vit ça très très bien. Et alors, pourquoi vous avez décidé de ne plus vous impliquer dans la communication politique? Pas dans la communication politique, dans les campagnes électorales. Ouais. Je peux vous raconter une anecdote. Et donc la communication politique, c'est toujours... Non, vous en faites toujours. On en fait parce que parfois on fait des stratégies pour des gouvernements ou des États. Ah, on parlera de ça, la communication à l'étranger. C'est quand même de la communication politique. Mais je parle de la communication politique en France. Je parle de la communication électorale. Ouais. On a décidé de plus en faire. Et la communication politique en France, de manière générale. Je peux vous raconter une anecdote, parce qu'elle est presque dans l'actualité, on pourrait dire. Quand Manuel Valls était Premier ministre, il y avait un directeur du SIG, qui est Christian Gravel, qui ensuite a dirigé le fonds Marianne. Et Christian demande à me voir, je le rencontre, et il me dit, voilà, le SIG va lancer un appel d'offres. On vous promet que cet appel d'offres sera... honnête et fair. Si vous êtes les meilleurs, vous gagnerez. Et si vous n'êtes pas les meilleurs, vous perdrez. On a discuté 20 minutes et on a convenu tous les deux qu'en fait, on n'allait pas répondre à l'appel d'offres. Parce que si je gagnais... Havas n'allait pas répondre. Que Havas n'allait pas répondre. Parce que si Havas répondait et gagnait, on allait dire « Oh là là, c'est parce qu'ils sont copains et tout, etc. » Et on allait se retrouver avec une tonne d'emmerde. Et si Havas perdait, on allait dire « Ils sont tellement nuls !» que bien qu'ils soient copains avec le Premier ministre, ils n'ont pas réussi à gagner. Vous voyez ? Et donc, à faire de la communication politique en France, il n'y avait au fond que des emmerdes. Je l'avais résumé dans une formule. C'est 1% de notre business et 99% de nos emmerdes. Et à un moment donné, pour 1% du business, vous ne créez pas 99% des emmerdes. C'est quoi ? C'est à peine 1%? Ah non, aujourd'hui, c'est rien. Quand on fait des choses... Rien du tout. Et d'ailleurs... Communication politique. Si vous aviez un conseil à donner à Emmanuel Macron, il était à Marseille cette semaine, ce serait lequel ? Ce serait quoi ? Je pense qu'il y a un truc clé chez Macron, c'est qu'il faut qu'il aime davantage les gens et pas juste les convaincre. Vous avez l'impression qu'il faut les aimer pour ce qu'ils sont. Ouais. Ouais, je pense que il y a chez lui un effet miroir de cette culture d'une partie de l'élite française qui est de considérer qu'il faut faire le bonheur du peuple malgré lui. Et alors ? Mais comment il faudrait qu'il montre qu'il aime les gens ? Il faut les aimer. C'est pour ça que j'ai pas dit qu'il faudrait qu'il montre qu'il aime les gens. Vous voyez, la communication, c'est pas du travestissement. Oui, bien sûr. Donc vous avez l'impression qu'il les aime pas ? Pas suffisamment. En tout cas, ça ne se sent pas suffisamment. Et pourtant, il a été élu 2 fois. Heureusement, d'ailleurs, j'ai voté 2 fois pour lui. Donc, je suis content qu'il ait été élu. Vous parliez du fonds Marianne à l'instant. Là, vous en pensez quoi de cette polémique et ces suspicions autour du fonds Marianne, autour de Christian Gravel, autour de Marlène Schiappa, autour de Mohamed Sifawi ? Ça me désole. D'abord parce que je connais la probité de Christian et l'utilité de Mohamed Sifawi, qui est un des plus brillants intellectuels et engagés sur ces questions. Ça me désole aussi parce que ça montre la naïveté, de notre société. Vous ne parlez pas de Marlène Schiappa d'ailleurs ? Moins. Qui s'émeut pour un fonds dans lequel il y avait 2 millions, alors qu'il y a des États étrangers qui dépensent en subventions pour des associations en France des dizaines de millions. Donc États étrangers, par exemple, du Moyen-Orient, qui aident les frères musulmans, des associations proches des islamistes, CCF et compagnie. Oui, et qui reçoivent eux des dizaines de millions. Et donc, cessons
d'être naïf. Le fait de mener un discours de contre-culture et de contre-propagande est évidemment utile dans un combat qui est un combat de propagande. Et pardon, mais y compris pour vos confrères journalistes, j'ai lu des choses qui étaient tellement aberrantes sur le fait que, mon Dieu, c'était horrible, les comptes avaient peu de followers. Bah oui, mais au début, quand vous créez un compte, vous avez peu de followers. Non, mais à un moment donné, il faut revenir sur Terre. Et les followers, vous les avez au fur et à mesure. Des fois, ça dure des années, hein. Et parfois, ça prend du temps, mais il y avait la LICRA, il y a des tas de gens qui ont fait un travail qui était formidable et utile. Et j'espère que cette polémique ne tuera pas cette idée, parce que nous avons besoin aujourd'hui de cesser d'être naïfs et d'être capables d'être engagés sur ces questions. Le principe du fonds Marianne est un principe utile. Absolument, et je ne suis pas dupe sur le fait que, en combattant tel ou tel élément, en fait, il y a beaucoup de gens qui combattent l'existence même du fonds. Du fond et des idées qu'il représente. Évidemment. La laïcité, l'islamisme, ainsi de suite. Évidemment. La guerre en Ukraine, vous étiez tout jeune en 73, au moment de la crise du pétrole, la guerre des Kippour, et celles aussi qui ont suivi. La guerre en Ukraine, c'est du même ordre ? Non. Parce que vous êtes aussi en relation avec le monde de l'entreprise, donc vous voyez un peu ce qui se passe. Non, c'est pas du même ordre. D'abord parce que économiquement, à la fin de cette guerre, il y aura un boom économique formidable. Comme après le Covid. Comme après le Covid, parce que en fait, un pays grand comme la France, avec des richesses, 40 millions d'habitants, formés, intelligents, modernes, et qui ont montré leur amour et leur désir de l'Europe et de l'Occident. Et donc, on reste à savoir combien de temps ça va durer, quoi. Ça, on sait comment on commence une guerre, on ne sait pas comment on la termine. C'est bien pour ça qu'on aurait voulu que Poutine ne fasse pas cette connerie. Et alors donc, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette guerre ? Qu'est-ce que cette guerre de Poutine en Ukraine dit de l'état de l'Europe ? Et puis d'ailleurs, il y a aussi une actualité, la mutinerie avortée de Prigojine en Russie, elle dit quoi de la situation en Russie ? Alors d'abord, ça raconte qu'en Russie, les choses ne vont pas bien, parce que cette guerre n'a atteint aucun de ses objectifs, et je vois bien plein de gens qui essaient de nous faire passer Poutine pour un génie qui d'ailleurs aurait lui-même suscité, essayé, parce qu'évidemment c'est ridicule. Il n'a atteint aucun de ses objectifs, il a mis la Russie dans une situation qui est catastrophique et qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Donc Havas travaillait aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine ? Non, on ne travaille pas avec la Russie. Non, mais à l'époque, non. Non, avant. Je parle d'avant, je parle pas bien d'aujourd'hui. sûr. Et Havas a quitté la Russie dès le début du conflit. Oui, non, mais je parle avant le conflit. Et on est très présent en Ukraine, et le groupe Vivendi, Vincent Bolloré, vous voyez, est très présent en Ukraine. Parce qu'il y a Havas, il y a Gameloft, et donc on a plusieurs centaines de salariés, nos bureaux sont ouverts et les gens travaillent. Et donc, alors, ça dit quoi de l'Europe ? Ça dit d'abord que l'Europe, au fond, n'a pas été tout de suite à la hauteur de l'enjeu. La France a été à la hauteur ou pas ? Non. Oui. Que l'Europe et la France n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu, parce que un certain tropisme, une certaine vision de l'espace européen et de la Russie, et une sorte de magnification de la Russie faisait que d'abord les Français ont pensé que la Russie allait gagner en très peu de temps, et donc il ne fallait pas donner d'armes à un pays qui allait être vaincu. Deux, quand il n'y avait pas une plus grande complaisance encore idéologique sur le fait que, au fond, l'Ukraine, c'était pas vraiment l'Ukraine, que c'était et que c'était quand même la Russie. Bref, toutes ces choses qui se sont écroulées comme un château de cartes devant la résistance et la volonté des Ukrainiens d'être Ukrainiens. Parce donc ça va déboucher sur quoi ? Ça doit déboucher sur quoi ? Ça débouchera sur l'indépendance de l'Ukraine, la vraie indépendance de l'Ukraine, sur une nation qui sait forger son identité et son histoire dans sa résistance, y compris des russophones ukrainiens, à refuser d'être russes. Ils ont préféré mourir que de devenir russes. Deux, parce que dans l'identité ukrainienne, et ça comptait pour vous et pour moi, un président juif aura été le marqueur de cette identité, dans un pays que beaucoup aimaient à présenter comme antisémite. Ce n'est pas... Ce qui a été juste un moment de l'histoire. Ce qui a été juste un moment de l'histoire. Comme la France d'ailleurs. Mais ce qui ne l'est pas aujourd'hui, visiblement. Un président qui a été élu à 75% des voix et qui aujourd'hui est à 90% de taux de popularité, de soutien de l'opinion. Voilà. Et ça raconte une Europe qui va se bouleverser, parce que ce qu'on peut espérer, comme toujours, c'est qu'on sorte plus fort du conflit qu'on y est rentré. Avec la nécessité de la défense européenne, de notre alliance commune, de notre engagement commun, pour que les Européens ne puissent plus dire des Français et des Allemands « vous n'avez ni les moyens ni le courage de défendre l'Europe ». Reste que le camp pro-Poutine ne faiblit pas. Je parle de la France.
à l'extrême droite, mais aussi à la NUPES, et plus précisément à LFI, à travers une position, on va dire, à géométrie variable de votre ami Jean-Luc Mélenchon, qui un jour accuse l'OTAN, le lendemain la Poutine, et le suivant Zelensky. Et puis Ségolène Royal aussi, votre ami Ségolène Royal, qui, enfin, vous en avez été proche. Je crois que vous lui avez parlé plus souvent que moi. Qui a mis en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Le parti de Poutine en France. Non, mais de la colère souvent, hein, de la tristesse, mais plus que ça, de la colère. La définition que donnait mon père, c'est au fond, j'aime pas les collabos. Ouais. Et donc Mélenchon, Le Pen, Royal, je trouve que c'est des gens Royal, qui, quelque part, sont... C'est des collabos, les trois? Oui, bien sûr. C'est mais c'est des collabos de la politique russe. Non, mais qui mais ce sont des collabos de la politique russe. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis. Non, mais je parle des noms. Qui vous citez? Ça, je vous le laisse faire. Mais je vois bien qu'il y a en France un parti qui, ce que vous appelez le parti poutiniste et que j'appelle le parti collabo de la Russie. C'est triste. Je constate quand même que ça leur a coûté cher électoralement. N'oubliez pas que Zemmour s'est écroulé dans les enquêtes d'opinion. Les élections dans un an, on verra ce que ça donnera. Et puis la présidentielle. N'oubliez pas que Zemmour s'est écroulé dans les sondages à partir du moment où il y a eu la guerre et où il s'est déclaré en faveur de Poutine. Havas, toujours Havas, présent en Arabie Saoudite aussi. Oui, bien sûr. Vous connaissez d'ailleurs, je crois, le prince héritier Mohamed Ben Salman. Comment vous comprenez sa stratégie de rapprochement avec l'Iran, qui quelque part semble tourner le dos au rapprochement qui était en cours avec Israël? Non, je ne crois pas que ça s'oppose. Non, je ne crois pas. Vous le connaissez bien? Oui, suffisamment pour en tout cas avoir un point de vue. C'est le mien, c'est pas le sien. Je ne suis pas son porte-parole. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux parce qu'on a trouvé que d'accompagner une transformation aussi profonde de la société, même si le monde était sceptique, ça valait la peine d'y aller. Qu'est-ce que ça raconte? Il a au fond une vision très claire. Il dit, j'ai 20 ans pour transformer des tribus bédouines qui vivaient de la rente pétrolière en une nation qui va vivre de son travail. Et cette transformation, il l'opère. Les femmes travaillent, elles conduisent, la société se libéralise, bientôt il y aura le vin, l'alcool, etc. Et l'Iran, parce qu'il nous reste encore 3 minutes, plein de questions. Je reviens sur l'Iran. Au fond, il est assez lucide. Il dit, moi, je ne peux pas gagner, même par mes propres moyens, une guerre au Yémen. Comment est-ce que vous voulez, alors que l'Occident ne m'a pas aidé, que quand ma raffinerie de pétrole a été attaquée, on ne m'a pas donné les armes anti-aériennes dont j'avais besoin, les Américains pour ne pas les nommer, comment vous voudriez que tout seul, je gagne la guerre contre l'Iran? À partir du moment où je ne peux pas gagner la guerre contre l'Iran, je fais la paix avec. C'est l'intérêt des Saoudiens. Avec les Israël, vous savez bien que les relations diplomatiques ne sont pas officielles, mais elles existent quasiment. Les relations tout court existent. Alors, Israël, il nous reste 3 minutes, il faut qu'on en parle. Il faut qu'il y ait quelques questions à ce sujet. Vous avez, je crois, de la famille en Israël, Stéphane Fuchs, vous y allez de temps en temps. Vous avez surtout travaillé avec Shimon Peres et Ehud Barak, qui peut-être étaient des amis. Que vous inspire la crise qui secoue Israël suite au projet de réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou? Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que 75 ans après sa naissance, Israël n'est pas fidèle à l'Israël de ses pères fondateurs? J'ai une double réaction, c'est-à-dire que j'ai une réaction d'angoisse réelle par rapport à ce projet de loi qui bascule une constitution dans un... Il n'y a pas de constitution, il y a des principes. Les lois et des principes dans un État qui n'est plus tout à fait démocratique puisque vous prenez le contrôle de la justice. Enfin, pour l'instant, la réforme n'a pas été votée. La réforme a été arrêtée. Et de l'autre, je me réjouis du fait que ça a réveillé la vitalité de la société civile israélienne, que les manifestations, que la volonté des Israéliens, que le président de la République, bref, que toutes les pressions... De l'État. De l'État, pardon, vous avez raison. Que ce sont les pressions qui se sont exercées ont été suffisamment fortes pour que ce projet reste pour l'instant à l'état de projet. Mais c'est un marqueur clé parce qu'on sent bien qu'autour de ça se joue le virage qui permet de savoir si Israël, on peut continuer à en être fier comme la plus grande démocratie de toute cette région, pour ne pas dire la seule. Et au fond, le meilleur des régimes, à l'exception de tous les autres. Pas une théocratie, mais en tout cas le danger que ce ne soit plus exactement une démocratie. Un État illibéral? Illibéral, exactement. Illibéral. Vous avez été proche de Shimon Peres. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de ce qui se passe? Même si c'est compliqué de faire parler... D'abord, je ne vais pas faire parler Shimon Peres, mais j'ai la conviction qu'on l'aurait entendu sa voix forte et douce pour s'exprimer sur ce qui se passe aujourd'hui contre ce projet de loi et contre les dangers de dérive de la société israélienne. Dérive de la société israélienne, mais comme vous le disiez à l'instant, ce qui se passe dans les rues, ces centaines de milliers de manifestants,
toutes les semaines, tous les samedis soirs, ça prouve qu'Israël est tout le contraire d'un état d'apartheid aussi. On est d'accord. Hein. Une immense. J'ai été réjoui. C'est pour ça que je vous dis, j'étais à la fois angoissé et réjoui. Et au fond, je retiens plus aujourd'hui presque le fait que l'apathie qui existait en Israël dans une opinion qui, au fond, considérait que ces choses-là, on pouvait les laisser faire et qui s'est réveillée parce qu'ils ont compris que ce qui se jouait était clé, centrale, cruciale, vitale. Et le réveil de la société israélienne, il fait du bien. Ouais, et alors, dernière question, l'administrateur du CRIF que vous êtes, l'intérêt d'Israël, c'est que ce débat existe en diaspora ou soit étouffé? Ce débat autour de la crise d'Israël, de la crise en Israël, éventuellement des critiques de ce qui se passe en Israël de la part des communautés juives. Mais soutenir Israël ne veut pas dire qu'on s'abstient de le critiquer de temps en temps. Et il me semble que d'ailleurs, sur ce sujet, le CRIF a fait un communiqué qui appelait au retrait de ce projet de loi. Merci en tout cas Stéphane Fuchs d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. À bientôt. Merci.